Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un résumé de l'ouvrage Fatal Misconception: The Struggle to Control a World Population, qu'on peut traduire par une idée fausse qui est fatale, la lutte pour contrôler la population mondiale, de Matthew Connelly. Donc un livre historique qui documente comment des organisations internationales ont mené des campagnes massives, parfois coercitives, pour réduire la fertilité mondiale au XXe siècle. Et ça s'inscrira dans une série d'ouvrages que je vais vous résumer, parce qu'il faut que les gens, la population générale, comprennent définitivement que il y a des entités, des personnes, des gouvernements qui ne veulent pas forcément leur bien, surtout à l'aune de la dernière mode là, qui est l'antivirus. C'est pas tant que le truc n'existe pas ou n'a pas été volé d'un laboratoire. Hein, on s'est aperçu il y a 3 ou 4 mois, le gouvernement australien a tenté de rassurer les gens, mais ils se sont aperçus que environ 300 virus différents avaient été malencontreusement volés, hein, entre guillemets. Et le moins rassurant de tout ça, c'est que Moderna, il y a 1 an et demi, on s'est rendu compte qu'ils avaient déposé un brevet pour des vaccins contre les antivirus. Donc, en fait, je veux que les gens comprennent que beaucoup de choses sont faites stratégiquement. On laisse fuiter un virus, on laisse ceci, on laisse cela, mais le résultat est que, quelle est l'intention de cette fuite, hein? Est-ce que c'est de la dépopulation? Est-ce que... Vous voyez? Parce que quand on y réfléchit bien ces dernières années, il y a eu le Covid-19, juste derrière la guerre en Ukraine, où on avait peur à n'importe quel moment d'une guerre mondiale. Ensuite, comme si ça suffisait pas, on a eu Israël qui a commencé à détruire Gaza. Ensuite, la guerre avec l'Iran. Et maintenant, on voudrait nous refoutre un nouveau virus. C'est vraiment du genre... on veut qu'ils soient en tension permanente, les gens, pour pouvoir les contrôler et les manipuler. Hein. Donc, dans cette optique, en plus de cet ouvrage, je vous résumerai dans les semaines, les mois qui viennent, The Empty Cradle de Philippe Longman, qui analyse pourquoi les sociétés modernes ont cessé de faire des enfants et les conséquences de ce déclin, pointant du doigt des structures économiques qui punissent les parents. Il y aura aussi The Population Bomb, la bombe P de Paul R. Ehrlich, 1968. Bien que ses prédictions se soient avérées fausses, ce livre a lancé le mouvement néo-malthusien qui a instillé dans l'esprit de plusieurs générations que faire des enfants était un acte criminel contre la planète. Il y aura aussi The War Against the Family, la guerre contre la famille de William D. Gardner. Cet auteur explore l'idée que les politiques étatiques et certaines idéologies cherchent délibérément à affaiblir l'unité familiale pour rendre l'individu plus dépendant de l'État et du marché. Le choc amoureux et la fin de l'amour d'Eva Illouz. Cette sociologue analyse comment le capitalisme a transformé nos émotions et comment le marché de la rencontre rend le couple stable de plus en plus difficile à maintenir, créant une forme de désengagement émotionnel. Il y aura aussi La culture du narcissisme de Christopher Lasch, 1979, un livre fondamental. Lasch explique comment le capitalisme tardif et la culture thérapeutique ont détruit la vie privée et la capacité des hommes et des femmes à s'engager durablement, transformant les relations en une quête de satisfaction narcissique immédiate. Tout ça, ça explique la déconstruction du couple et de la famille, et qui pour moi fait partie du plan des populations. On aura aussi plus globalement le viol des foules par la propagande politique de Serge Tchakotin, 1939, un disciple de Pavlov qui analyse comment les mécanismes psychologiques primaires sont utilisés pour diriger les masses. Propagande de Jacques Ellul, 1962, chef-d'œuvre français. Il explique que la propagande moderne ne cherche pas seulement à changer une opinion, mais à adapter l'individu à une société technologique, quitte à briser ses liens naturels, famille, religion, pour le rendre plus malléable. Propaganda d'Édouard Bernays, je vous l'ai déjà résumé, j'essaierai de vous remettre le lien. Il y aura aussi L'homme manipulé d'Esther Villard, 1971, un livre qui analyse les relations hommes-femmes non pas comme une quête d'amour, mais comme un système d'exploitation mutuelle, conditionné par la société, empêchant donc une union réelle. The Boy Crisis de Warren Farrell, bien que centré sur les hommes, le livre explique comment les changements sociétaux et l'absence de modèle paternel découragent les jeunes hommes de devenir des pères et des partenaires stables. Aussi, le livre Libido Dominandi, Sexual Liberation and Political Control de E. Michael Jones. Donc, la thèse de ce livre, c'est que la libération sexuelle, entre guillemets, a été utilisée comme un outil politique pour détruire les structures sociales traditionnelles, famille, morale, afin de mieux contrôler les individus par leurs pulsions.
On aura aussi... Je vous ai jamais fait de résumé, je crois finalement, du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, hein, la référence. Huxley décrit une société où l'amour romantique est considéré comme obscène, où la famille n'existe plus et où la reproduction est purement technologique. Tout cela pour assurer la stabilité sociale. Et on aura aussi l'extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq. L'auteur y décrit avec une précision assez clinique la misère sexuelle et affective moderne, résultat de la libéralisation totale des mœurs qui finit par isoler tout le monde. Donc des individus isolés sont contrôlables. Alors écoutez, je vous propose de commencer dans ma lecture du résumé de Fatal Misconception. Le livre retrace l'évolution du contrôle démographique mondial, de ses racines biologiques et eugénistes à l'émergence d'un établissement de la population internationale. Il examine comment les nations ont cherché à réguler la fécondité, souvent par la contrainte, avant que le mouvement n'évolue vers la défense des droits reproductifs et de la santé. Cette fresque historique analyse les tensions entre les politiques de contrôle et les réalités du tiers-monde, révélant un système global agissant parfois sans direction éthique claire. Matthew Conley ancre son analyse dans le climat alarmiste des années 60 et 70, marqué par la peur d'une bombe démographique, entre guillemets. À cette époque, des experts comme Paul Ehrlich prédisaient des famines mondiales inévitables, tandis que des gouvernements, notamment en Inde sous Indira Gandhi, envisageaient la stérilisation forcée dès le 3e enfant. L'auteur, issu d'une famille de 8 enfants, souligne le paradoxe d'une période où sa propre naissance était perçue par certains intellectuels comme un désastre environnemental supérieur à celui d'une naissance dans un pays pauvre. Initialement convaincu que la croissance démographique menaçait la sécurité internationale et la stabilité économique, Connelly a radicalement révisé sa position après des recherches archivistiques approfondies. Il démontre que l'idée reçue selon laquelle la réduction de la fécondité est la solution miracle à la pauvreté ne repose pas sur des données probantes. Les programmes massifs de distribution de contraceptifs n'ont eu qu'un impact marginal sur la croissance démographique par rapport aux désirs réels des familles. Les tentatives de modifier ces préférences par la force ou l'incitation financière ont mené à des catastrophes humaines dont les conséquences pèseront sur plusieurs générations. Le cœur de l'argumentation réside dans la dénonciation d'une ambition démesurée, celle de technocrates et d'élites, prétendant savoir mieux que les individus ce qui est bon pour eux, et au passage se prendre pour Dieu aussi, comme s'ils devaient décider du sort des autres êtres humains. On a envie de dire, mais commencez par vous, allez-y, on vous attend, ce mouvement a transformé des problèmes politiques et sociaux complexes en pathologies biologiques, en traitant les êtres humains non comme des individus dotés de droits, mais comme des populations statistiques à façonner. Les partisans du contrôle ont déshumanisé les populations pauvres, les réduisant à des cibles ou des accepteurs. Cette logique unit historiquement le nativisme, l'eugénisme et certaines formes de planification familiale coercitive dans une même volonté de concevoir la société par le design plutôt que par la liberté. L'auteur met en lumière une vision du monde où la société doit se reproduire selon un plan préétabli, au mépris de l'autonomie corporelle. En dépassant le clivage traditionnel entre les mouvements pro-vie et pro-choix, Connelly appelle à rejeter toute forme d'ingénierie démographique descendante qui dévalue à la fois la sainteté de la vie et l'autonomie individuelle. Son objectif est de restaurer un dialogue sur la liberté et le sens de l'existence, afin de prévenir de futures expérimentations sociales dangereuses qui sacrifieraient l'individu au profit d'une gestion globale et arbitraire des populations. La méprise fatale, donc le titre du livre, consiste à croire que la science et la planification peuvent légitimement se substituer aux droits fondamentaux des personnes à disposer de leur propre corps. Et c'est valable aussi pour la santé, les vaccins, etc. La gestion des populations mondiales repose sur une infrastructure institutionnelle complexe, articulée autour d'agences onusiennes, l'UNFPA, le WHO, WHO, UNDP, de fédérations internationales aussi, IPPF, et d'organismes de développement, USAID, SIDA. Ce réseau a transformé la régulation de la fécondité en un système technique et bureaucratique, utilisant des outils allant du stérilet, IUD, aux vastes campagnes d'information et d'éducation, IEC. L'évolution démographique, longtemps perçue comme une fatalité naturelle, est devenue un objet de dessin politique et scientifique. La biologie humaine s'est muée en une branche de l'histoire, soumise à la volonté et aux erreurs des hommes.
Si les projections statistiques sont souvent reçues comme des prophéties, elles reflètent avant tout une tentative de l'espèce humaine de façonner sa propre nature. Ce basculement a commencé avec Thomas Malthus, dont la vision apocalyptique d'une humanité condamnée par sa propre croissance a justifié l'inaction face à la misère des indigents. Pourtant, l'histoire a contredit ce pessimisme. L'amélioration de la nutrition et de la santé publique a permis une explosion de la longévité et des effectifs humains sans précédent. Cette transformation n'est pas seulement biologique, elle est fondamentalement politique. Le contrôle des populations a servi de levier pour redéfinir la souveraineté étatique et l'identité nationale. En manipulant la fertilité, les migrations et la santé publique, les États ont cherché à déterminer qui devait hériter de la terre, entre guillemets. Cette quête a souvent pris des formes discriminatoires, où le nativisme et l'eugénisme visaient à purifier ou à améliorer la qualité des nations, entre guillemets. La régulation des naissances est ainsi devenue un outil pour polisser les frontières intérieures, transformant les questions sociales complexes en pathologies biologiques à traiter par l'ingénierie sociale. L'ambition de contrôler la population mondiale a engendré une forme de gouvernance globale inédite. Des experts et des militants, s'organisant par-delà les frontières, ont promu des normes communes de comportement reproductif, souvent sans avoir à répondre de leurs actes devant les populations concernées. Ce mouvement a créé un système agissant de manière autonome, où les individus des pays pauvres ont été réduits à des variables statistiques ou à des cycles de programmes de stérilisation. L'idéal d'une famille mondiale, entre guillemets, a ainsi masqué des dynamiques de pouvoir où les élites cherchaient à gérer l'humanité comme un cheptel. L'enjeu dépasse les simples chiffres de croissance. Il touche au sens même de la liberté individuelle et de l'autonomie corporelle. En traitant des êtres humains comme des populations à façonner plutôt que comme des sujets de droit, parce que, petite parenthèse, ils parlent toujours d'état de droit, tous ces dirigeants de pays occidentaux, comme Macron, Sarkozy, mais Bush avant eux, l'état de droit, la démocratie. Mais nous, on est des sujets de droit normalement. Faut pas nous traiter comme du bétail. Vous voyez, ça peut pas être que dans un sens en fait. Fin de la parenthèse. Donc le mouvement de contrôle a systématiquement dévalué la dignité personnelle. L'histoire de ces politiques révèle une tension constante entre la fragmentation politique locale et l'impulsion vers une organisation mondiale centralisée. Comprendre cette trajectoire est essentiel pour éviter que les avancées biotechnologiques futures ne servent à réitérer les dérives de l'ingénierie sociale du passé, sous couvert de nécessités globales ou de survie d'espèces. Le contrôle de la population mondiale constitue un mouvement transnational dont l'ampleur dépasse les cadres nationaux traditionnels. Donc, petite parenthèse, l'auteur a écrit cet ouvrage en 2008, malheureusement il avait raison, on n'a pas réussi à éviter le cirque du Coco-19, qui était une tentative de prise de contrôle de l'individu. Je continue. Donc, cette dynamique repose sur une convergence inédite entre néo-malthusiens, eugénistes et nativistes, unis par la perception d'un monde devenu trop étroit face à une démographie jugée hors de contrôle. Loin d'être une simple réponse technique, ce mouvement a transformé la gestion des corps en un enjeu de gouvernance globale, où les experts et les organisations non gouvernementales ont pris le relais des anciens empires coloniaux. L'auteur souligne l'importance de l'interprétation contextuelle des données économiques en s'appuyant sur des outils comme Measuring Worth pour ajuster les valeurs monétaires historiques, rappelant que le coût réel des politiques doit s'évaluer à l'aune du pouvoir d'achat et des comparateurs de l'époque. L'histoire de cette ambition révèle que les puissances impériales de Nairobi à New Delhi ont utilisé les tendances démographiques pour occulter les inégalités politiques et économiques. Le concept de planning familial a été instrumentalisé de manière asymétrique, encourager la natalité dans un Occident inquiet de son déclin, tout en imposant des mesures incitatives ou coercitives aux populations du Sud pour les contraindre à une modernité standardisée. Alors, petite parenthèse, ce matin j'ai vu un documentaire sur l'état d'Oman, et comme dans beaucoup d'États, ceux qui étaient les peuples habitant Oman, qui étaient des commerçants, qui bougeaient de ville en ville, qui ne vivaient pas dans un endroit particulier, on les a forcés à travers les décennies, et je crois que c'est surtout les colonies britanniques jusqu'en 1960, qui a forcé ces populations bien à s'installer dans des villes,
alors que c'était des gens qui avaient l'habitude de dormir sous des tentes. Voilà, c'est ça, hein, modernité standardisée. Je parle même pas des Starbucks, des McDonald's, de tout ça, hein. L'Inde a servi de laboratoire principal à ces expérimentations, accueillant les premières missions de l'ONU et les structures fondatrices de la Fédération internationale pour le planning familial, IPPF. Contrairement aux idées reçues, l'eugénisme n'a pas pris fin avec la Shoah. Il a perduré sous des formes plus discrètes qualifiées de crypto-eugénisme, à travers des campagnes de stérilisation massive aux États-Unis, en Scandinavie, en Japon ou en Chine. Cette persistance souligne une volonté constante d'améliorer la famille mondiale par la sélection, traitant les individus comme des variables statistiques plutôt que comme des sujets de droit. Les institutions internationales telles que le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, ont soutenu des politiques coercitives au nom d'un impératif de survie de l'espèce, ignorant les violations flagrantes des droits humains. Le rôle des États-Unis est central dans cette architecture. Ils ont institutionnalisé la science démographique et financé l'essentiel des programmes mondiaux via des fonds publics et des fondations privées comme Ford ou Rockefeller. Face à eux, l'Église catholique a représenté l'opposition la plus structurée. En défendant une loi naturelle et l'autorité patriarcale, le Vatican a mené une lutte acharnée contre la contraception, poussant ces pratiques vers la clandestinité et augmentant la mortalité féminine. Ces deux forces antagonistes ont partagé une volonté commune de décider du destin des populations sans leur consentement. Ce mouvement n'est pas une conspiration centralisée, mais un réseau résilient d'idées et d'institutions. Sa trajectoire a été infléchie par des résistances multiples. Migrants contournant le racisme institutionnel, citoyens contestant les stérilisations forcées et des millions d'individus refusant de conformer leur vie intime à des plans globaux. Aujourd'hui, alors que la croissance démographique ralentit, que de nouveaux défis émergent, comme le vieillissement des populations ou la sélection génétique, l'étude de ces dérives passées devient cruciale. Elle met en lumière les dangers d'une ingénierie sociale qui, sous couvert de sauver l'humanité, sacrifie l'autonomie individuelle sur l'autel de la statistique. L'année 1877 marque un tournant historique où la population mondiale commence à être perçue comme une entité hors de contrôle. Sous l'effet conjugué de famines dévastatrices en Asie, de migrations massives et de l'émergence de théories sur l'hérédité sociale. Le procès londonien de Charles Bradlaugh et Annie Besant, pour la publication d'un pamphlet sur la contraception, cristallise ces tensions. Je vais faire une petite parenthèse ici. Sur Twitter, enfin j'étais déjà shadowban à l'époque, donc c'est pour ça que j'y vais plus, ça sert plus à rien. J'avais fait un tweet en disant ce livre d'Annie Besant, donc c'est, je sais plus comment il s'appelle, World Control, Population Control, je sais plus. Il défend la limitation des naissances, hein, et il y avait marqué numérisé ou don fait à archive.org par la Bill Gates Foundation. Si ça c'est pas révélateur. Et cette Annie Besant, j'en ai parlé souvent, alors elle est intéressante pour ses vues sur les formes pensées et d'autres choses, mais voilà le type de personne que c'est. Hein, et je rappelle qu'elle habitait dans les colonies britanniques. Son fils, c'est Jiddu Krishnamurti. Hein. Elle était dans les Indes britanniques et elle avait atteint le plus haut degré de la maçonnerie. Elle était aussi, je crois qu'elle faisait partie de la Golden Dawn, de la théosophie aussi évidemment. Donc beaucoup au sommet de beaucoup d'organisations initiatiques, donc très influentes. Et voilà quelle était sa vision, hein. C'est-à-dire ça parle beaucoup, ça spécule sur l'ésotérisme et tout, mais c'est des gens qui sont pour la limitation des naissances. Hein. Donc Annie Besant parle de cela non seulement comme un remède à la misère malthusienne, mais aussi comme un impératif eugéniste inspiré par Darwin et Galton. Elle soutient que l'absence de contrôle scientifique de la reproduction favorise la prolifération des membres les plus faibles de l'humanité, transformant l'acte procréateur en un crime potentiel contre la société. C'est-à-dire que elle, hein, qui est devenue 33e degré, elle a le droit de naître à la base, alors que c'est elle qui doit décider que des individus pauvres nés en Inde n'ont pas le droit de naître. Hein. Voilà. Je ne sais pas quelle est la raison logique, mais c'est comme ça que ces gens pensent. Ce procès coïncide avec une chute brutale et irréversible de la natalité dans toute l'Europe. Ce déclin qui touche toutes les classes sociales s'accompagne d'une réduction massive de la mortalité infantile grâce au progrès de l'hygiène et à la découverte de la théorie de germe.
L'isolement des bacilles de la tuberculose et de la typhoïde permet d'envisager l'éradication des épidémies, déplaçant le regard des autorités de la fatalité divine vers la gestion statistique. La théorie de la transition démographique, bien que simpliste face à la diversité des réalités locales, tente alors de modéliser ce passage vers des familles plus restreintes. L'investissement dans l'éducation et la santé de chaque enfant devient la norme. Parallèlement, oui donc, je voulais faire une petite parenthèse ici parce qu'on se rend compte que finalement de façon insidieuse, que ce soit Jules Ferry, l'école pour tous, etc., le fait même de prendre davantage soin de chaque individu, hein, ce qui a été pendant des dizaines d'années un bienfait pour nous, hein. On a pu s'éduquer, aller à l'école, les filles, les femmes ont pu aller à l'école aussi, on a pu faire des études, avoir un certain confort individuel, avoir ses études payées par ses parents, etc., dans le meilleur des cas, hein. Bref, donc ça nous a aidé un certain temps, mais l'objectif final, c'était celui-ci. C'était que finalement, en modélisant auprès des familles un modèle social où il faut tout donner pour ses enfants, s'occuper d'eux, etc., jusqu'à l'âge adulte, automatiquement, les parents se disent ah ben, je vais moins en faire, j'ai intérêt à pas en faire plus que 1 ou 2 ou 3. Alors qu'avant, dans les familles françaises, catholiques, je sais pas, on avait jusqu'à 10 enfants, même un homme dans sa vie quand il se remarie, peut-être qu'il pouvait en avoir 15 ou 20. Hein. Ça compensait la mortalité aussi, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est le fait de développer cette mode du développement de l'individu, ce qui est très bien pour l'individu en tant que tel, hein, puisque c'est mieux de respecter l'être humain. Regardez dans des pays où il y a un peu trop de monde, en Chine ou en Inde, les gens se respectent beaucoup moins les uns les autres que dans les pays occidentaux. Ça fait partie du décor, c'est des objets, quoi. Tellement il y a de monde. Bon, voilà, fin de la parenthèse. Parallèlement à cela, l'État moderne se transforme en gestionnaire de stocks humains. L'institutionnalisation de la conscription militaire et le développement des systèmes de protection sociale poussent les gouvernements à surveiller étroitement leur population par le recensement et l'analyse statistique. Alphonse Bertillon théorise cette approche en comparant la nation à une usine dont il faut inventorier les entrées et les sorties. C'est ça, hein. Cette comptabilité sociale, entre guillemets, rend les sociétés lisibles et permet des interventions politiques ciblées où la valeur de chaque vie est calculée en fonction de sa contribution à la richesse nationale. Les pauvres et les migrants, perçus comme des charges ou des vecteurs de maladies, deviennent à l'époque les cibles prioritaires de cette nouvelle surveillance. Alors qu'aujourd'hui, hein, paradoxalement, ça a permis à des groupes comme Bouygues, etc., de faire baisser radicalement les coûts de l'emploi dans nos pays. Hein. Donc, c'est-à-dire mettre progressivement de côté les Français qui étaient natifs au profit de gens qui viennent de l'extérieur, etc. L'essor des technologies de transport, comme les navires à vapeur, facilite les migrations d'une ampleur inédite tout en intégrant les marchés mondiaux. Dans ce contexte de mondialisation précoce, des figures comme Margaret Sanger, Mary Stopes ou Elise Hodgson-Johnson émergent, souvent portées par des tragédies familiales liées à des maternités excessives. Elles jettent les bases d'un mouvement qui, tout en cherchant à libérer les individus, doit composer avec des forces conservatrices et des impératifs étatiques de puissance. L'Église catholique, bien que réticente, adopte une position de silence prudent face à la généralisation de la contraception, tandis que les États commencent à envisager la démographie comme un outil de sécurité nationale. Cette période pose ainsi les fondements d'un calcul froid de la valeur humaine, où la gestion des populations devient un instrument de pouvoir global. Les premières organisations malthusiennes, à l'exception notable des ligues néerlandaises et françaises, peinent initialement à fournir des solutions contraceptives concrètes, se cantonnant à une rhétorique de critique sociale. Cette période de transition européenne occulte une réalité mondiale brutale, car alors que l'Occident améliore sa longévité, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine subissent des crises démographiques sans précédent. Entre 1876 et 1902, les famines en Inde et en Chine causent entre 30 et 60 millions de morts. Ces catastrophes ne sont pas seulement climatiques, liées au phénomène El Niño, mais sont exacerbées par l'application rigide de l'orthodoxie du libre-échange.
En Inde, les administrateurs britanniques, disciples de Malthus, maintiennent les exportations de céréales vers Londres malgré la détresse locale, convaincus que l'assistance humanitaire encourage la surpopulation et la misère. Ok. Les projets d'infrastructures coloniaux, tels que les réseaux d'irrigation et les chemins de fer, deviennent des vecteurs de mort. Ils favorisent la propagation rapide du choléra et créent des zones de reproduction pour les moustiques porteurs de paludisme. Si les autorités coloniales améliorent l'assainissement de leur propre quartier, elles délaissent les populations indigènes. La science médicale est ainsi mise au service de la rentabilité impériale. Les officiers de santé étant pressés de minimiser les découvertes sur la transmission des maladies pour ne pas entraver les profits de l'agriculture irriguée. Ce système mondial émergent lie directement la prospérité européenne à l'expropriation et à la privation des ressources dans les colonies, où les réfugiés de la faim sont contraints au travail forcé. Cette dynamique de contrôle s'étend rapidement à la régulation des mouvements migratoires. À la fin du XIXe siècle, l'émergence de mouvements politiques de masse réclame non plus seulement la limitation de la croissance, mais le contrôle de la composition et de la qualité de la population mondiale. En 1877, les émeutes anti-chinoises en Californie cristallisent cette hostilité. Les théories de Darwin sont détournées pour soutenir que les populations capables de survivre avec un niveau de vie inférieur constituent une menace biologique pour les travailleurs occidentaux. Le concept de péril jaune déshumanise les migrants, les réduisant à des hordes dont la fertilité élevée risquerait de provoquer une dégénérescence raciale par un processus de sélection naturelle inversé. L'État moderne redéfinit alors la citoyenneté comme une soumission de l'individu à la solidarité nationale et au devoir envers la collectivité. Cette logique justifie l'exclusion systématique des groupes jugés inassimilables ou biologiquement inférieurs, comme les Chinois, les Juifs ou les Européens du Sud. Les statistiques sont utilisées pour stigmatiser ces nouveaux arrivants comme des criminels ou des fardeaux sociaux. En substituant la sélection artificielle à la sélection naturelle, les élites politiques et scientifiques cherchent à protéger les souches natives, entre guillemets, contre l'invasion de populations perçues comme des échecs de la lutte pour l'existence. Le contrôle démographique devient ainsi un outil de gestion raciale et économique, où la liberté de mouvement est sacrifiée sur l'autel de la préservation de la qualité de vie des nations dominantes. L'eugénisme, sous l'impulsion de Karl Pearson et Francis Walker, redéfinit la question sociale en termes strictement biologiques. La pauvreté, la criminalité, la maladie ne sont plus perçus comme des problèmes environnementaux, mais comme les symptômes d'une dégénérescence héréditaire. L'immigrant devient la figure centrale de cette menace, incarnant un danger physique immédiat que les tableaux statistiques de fertilité peinent à rendre palpable. Cette vision conduit à une remise en question de l'expansion européenne. Des géographes comme Ravenstein et des politiciens comme Roosevelt doutent de la capacité des populations blanches à coloniser les zones tropicales sans être biologiquement absorbées ou dégradées. Le concept de Lebensraum, théorisé par Friedrich Ratzel, présente désormais les nations comme des organismes vivants dont les frontières doivent impérativement s'adapter au processus biologique de croissance et de mouvement. Le contrôle de la population ne s'établit pas par une simple imposition étatique, mais par un embrassement mutuel entre les gouvernements et les mouvements sociaux. Ce sont les organisations syndicales et les sociétés eugénistes qui forcent la main des autorités pour restreindre l'immigration et envisager la stérilisation des individus jugés inaptes, entre guillemets, tels que les criminels ou les malades mentaux. L'État finit par adopter ces catégories de normalité et de déviance pour gérer ses ressources humaines, s'appuyant sur la science biométrique et les premiers tests de quotient intellectuel pour hiérarchiser les citoyens. Cette gestion repose sur une volonté de substituer la sélection artificielle à une sélection naturelle jugée défaillante face à la charité publique et au procès de l'hygiène. La Première Guerre mondiale agit comme un catalyseur brutal de ces théories. Les pertes humaines colossales déplacent l'enjeu de la puissance nationale du territoire vers la démographie pure. Les dirigeants, de Ludendorff à Clemenceau, perçoivent la chute de la natalité comme une menace existentielle supérieure à la défaite militaire. L'eugénisme acquiert une urgence nouvelle. On craint que la guerre n'ait éliminé l'élite biologique sur le front, laissant la repopulation de la nation en mains des inaptes réformés. Cette anxiété de la survie de la race, entre guillemets, unit les États et les Églises. Malgré leurs divergences doctrinales, les autorités religieuses condamnent la contraception non plus seulement comme un péché, mais comme un acte hostile au bien-être et à la défense de la patrie.
L'idée d'un eugénisme mondial émerge alors, théorisée par des figures comme Prescott Hall. Il s'agit de traiter les races comme des populations globales à ségréguer, à l'image des protocoles sanitaires isolant les invasions bactériennes. Le but de cette planification sociale est de garantir que chaque citoyen soit un citoyen désiré, c'est-à-dire biologiquement conforme et économiquement utile. Faut lire Attali à ce sujet, il explique bien tout ça. Et on se demande d'ailleurs si il ne fait qu'expliquer parce que les élites ont en tête ou s'il n'est pas un peu d'accord avec eux. Le contrôle des naissances et des flux migratoires devient ainsi le pilier d'une gestion internationale où les frontières servent de filtre pour préserver la qualité des nations dominantes face à la pression démographique des peuples jugés inférieurs, condamnés à rester confinés dans leur habitat naturel pour limiter leur propre multiplication. Donc j'ai mis entre parenthèses, est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi personne, et surtout pas les Occidentaux, n'a œuvré toutes ces dernières décennies à développer la qualité de vie du continent africain? C'est-à-dire pour maintenir le confort des populations faibles sur place, donc pour éviter qu'ils ne prolifèrent encore plus. L'après-guerre transforme la gestion des populations en un impératif de sécurité nationale. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France adoptent des lois natalistes agressives, interdisant la contraception et subventionnant les familles nombreuses pour compenser les pertes militaires. Donc c'est cette génération, née après-guerre, les baby-boomers, qui prennent leur retraite aujourd'hui massivement depuis une quinzaine d'années là. Donc oui, évidemment, il faut payer toutes ces retraites. Et comme nous, on n'a plus beaucoup de travail, ça devient compliqué. L'Église catholique soutient ces mesures, voyant dans le contrôle des naissances un suicide racial et une menace féministe. Cependant, cette alliance entre religion d'État est marquée par des tensions internes. Le Vatican s'inquiète de l'autonomie croissante des conférences épiscopales nationales, tandis que les évêques américains utilisent leur influence politique pour maintenir l'illégalité de la contraception, tout en acceptant tacitement les lois de stérilisation forcée visant les minorités. Petite parenthèse, vous avez beau aimer ou pas Trump, c'est un petit peu ce qui se passe sous son gouvernement là. Ils n'ont pas gagné dans tous les États, mais en Floride, au Texas, etc., contraception est repassée interdite, illégale, il me semble. Je continue. Margaret Sanger fait évoluer le mouvement vers une logique de contrôle systématique. En voyageant en Asie et en Europe, elle réalise que l'efficacité de sa cause dépend de l'appui des structures étatiques, évidemment. Pour gagner cette légitimité, elle et des militantes comme Marie Stopes intègrent les thèses eugénistes à leur discours. Elle présente le contrôle des naissances non plus seulement comme une libération individuelle, mais comme un moyen de, je cite, vider les caniveaux en limitant la reproduction des classes jugées inférieures. Cette convergence entre eugénisme et contraception permet de transformer une revendication radicale en un outil de gestion de la qualité humaine soutenu par des scientifiques et des politiciens soucieux de préserver la vigueur des souches natives. Cette période est dominée par la peur d'une submersion raciale, théorisée sous le nom de marée montante des peuples de couleur. Des auteurs comme Lothrop Stoddard et Edward Ross présentent la croissance démographique en Asie et en Afrique comme une menace existentielle pour l'Occident. Ils soutiennent que l'intervention médicale européenne a réduit la mortalité dans les colonies, créant un surplus de population prêt à envahir les nations blanches. Bien que les données réelles montrent une diminution de la part mondiale des populations non européennes, ce récit justifie les politiques d'exclusion migratoire et de ségrégation biologique. L'immigration est alors comparée à une invasion bactérienne qu'il faut isoler et affamer pour protéger les races supérieures. L'auteur démontre que le contrôle de la population devient ainsi une politique mondiale visant à maintenir l'équilibre des forces internationales. Des experts plaident pour une gestion transnationale des naissances afin d'éviter que les disparités démographiques ne provoquent de nouveaux conflits mondiaux. La contraception est promue en Inde et en Chine comme une nécessité morale et scientifique pour compenser la fin des régulations naturelles par la famine ou la maladie. C'est là où on peut se demander, en petite parenthèse, si certaines famines ou maladies n'étaient pas peut-être créées artificiellement par les élites. On pense aussi aux famines en Irlande, qui a fait en sorte que quasi-totalité à l'époque de la population irlandaise a émigré vers les États-Unis. Mais on peut se demander aussi si même des épidémies comme la peste noire au Moyen-Âge
et qui a subsisté encore quelques siècles, n'a pas été faite à dessein. Hein. Faut se demander, faut toujours se demander. Les ouvrages de propagande tels Mother India de Catherine Mayo dépeignent les Indiens comme des êtres apathiques et hypersexués, incapables de se gouverner. Ce récit transforme la réduction de la fécondité étrangère en un devoir moral pour l'Occident, justifié par la nécessité de protéger la santé publique mondiale contre l'arriération supposée des peuples colonisés. Écoutez, j'espère que cette première partie de mon résumé de l'ouvrage vous aura plu. Souhaitez-vous une deuxième partie ? À très bientôt.